Good morning, dear participants. Chers participants, bonjour. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle session consacrée donc aux nouvelles cultures de l'eau. Et nous sommes très heureux d'avoir messieurs Milka et Agadi comme présidents de cette séance. Ils sont chargés donc du comité de pilotage des jeunes pour Omega. Vous avez la parole, messieurs. Bonjour à tous. J'ai grand plaisir à pouvoir vous présenter nos orateurs d'aujourd'hui. Et nous avons tout d'abord Madame Sofia Manca, qui a une maîtrise de géographie et d'urbanisme, de longues années d'expérience en Île-de-France, où elle a également participé à la rédaction d'une charte liée à l'environnement. Nous aurons ensuite Stéphane Laco-Mbuendieu, qui a un diplôme d'ingénieur agronome. Il a également une maîtrise de sciences des gestions de l'eau et travaille au Cameroun au sein d'un groupe d'ONG avec un certain nombre de domaines de spécialité. Enfin, nous entendrons Merica Fernando, qui a un diplôme de sciences de l'environnement de l'université de Colombo au Sri Lanka et qui travaille actuellement à l'université technique de Munich dans la perspective d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Elle a beaucoup travaillé sur le contexte sri-lankais en lien avec l'empreinte hydrique dans la perspective des rapports du GIEC. Elle travaille actuellement sur les questions liées donc à l'efficacité hydrique. Et l'interprète est désolé de n'avoir pas bien entendu tous les détails qui viennent d'être lus par l'orateur avec un son de moyenne qualité sans que l'interprète ait le texte sous les yeux. Merci. Merci de me recevoir dans... Merci de me recevoir dans cette session de cette conférence internationale sur l'eau dédiée aux nouvelles cultures de l'eau. Je vais axer ma présentation sur la nouvelle culture pour le transport fluvial. Donc, je suis Sophie Manca, je travaille chez Aropa Port, direction territoriale de Paris, à l'agence Seine-Amont, en tant que chargée d'urbanisme, d'environnement et de concertation. Donc, dans cette présentation, je vais aborder la question de l'eau comme un mode de transport, une voie de communication. Seulement, cette perspective est également liée à d'autres enjeux liés à l'eau, que ce soit en termes de qualité de l'eau. Donc, par exemple, on est un aménageur, donc on génère des rejets d'eau pluviale ou des rejets d'eau usée avec des impacts sur la qualité de l'eau, ou alors en lien avec la quantité d'eau disponible, puisque nous avons un enjeu qui est de garantir la navigabilité des cours d'eau, que ce soit en période de crue ou en période d'étiage. Il y a un équilibre à trouver pour que les bateaux puissent naviguer. Donc voilà, j'aurais une perspective transport fluvial qui est peut-être, qui est très complémentaire, je pense, des autres interventions de la session. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que tous ces enjeux sont liés et que on est bien en présence d'un enjeu global lié à l'eau. Donc, ma présentation va s'organiser de la façon suivante. Je vais d'abord vous présenter l'établissement public Aropa Port, puis les avantages environnementaux du mode de transport fluvial, et enfin en arriver à l'acceptabilité, l'enjeu d'acceptabilité des ports et des activités industrielles en bord de berge.
Donc, sur la diapo suivante, Aropa Port, c'est un établissement public de l'État qui a été créé le 1er juin 2021 par la réunion de 3 entités préexistantes qui étaient les grands ports maritimes du Havre, de Rouen et le port fluvial de Paris. En chiffres, cet ensemble portuaire pèse 120 millions de tonnes de trafic par an. Et sur la partie fluviale, donc sur la partie Île-de-France que je connais la mieux puisque je suis rattachée à la direction territoriale de Paris, c'est 25 millions de tonnes de transport fluvial en 2019 et 8 millions de passagers. Pourquoi cette fusion entre les ports du Havre, de Rouen et de Paris? Le but, c'est de constituer un ensemble plus apte à peser dans la compétition avec les ports, en particulier les ports nord-européens. Pour donner un ordre de grandeur, les ports d'Anvers et de Rotterdam, on réalise plutôt un trafic de l'ordre de 400 millions de tonnes par an. Cette fusion a également pour but de doter la métropole parisienne d'une façade portuaire et maritime, et puis à l'inverse, d'améliorer le fonctionnement de l'Interland du port du Havre principalement, en desservant un grand bassin de consommation qu'est la région Île-de-France et ses 12 millions d'habitants. Donc maintenant, si j'en viens sur la partie parisienne, et donc c'est plutôt la partie francilienne, région Île-de-France autour de Paris, sur laquelle la direction territoriale de Paris est compétente. On est en présence d'un réseau de 70 ports, parmi lesquels 6 plateformes multimodales. Donc multimodales, on est en présence de 3 modes de transport fluvial, ferré et routier. Et ces plateformes fonctionnent comme des hubs en lien avec un réseau d'environ 65 autres ports qui sont disséminés partout sur le territoire. L'enjeu étant de disposer de façon très régulière de points de chargement fluvial pour minimiser la logistique du dernier kilomètre et arriver en bateau au plus près des cœurs des villes. Donc, ça représente en tout un patrimoine foncier de 1000 hectares. Et puis, sur ces 1000 hectares, nous recueillons 1 million de mètres carrés d'entrepôts, donc de patrimoine bâti. Donc, sur la diapo suivante, Aropa Port, c'est bien un établissement public. Donc, la partie parisienne a été créée en 1970 avec comme mission d'aménager et d'exploiter les installations portuaires en Île-de-France. Installations portuaires donc à teneur industrielle. On a aussi, surtout sur la partie parisienne, des activités qu'on appelle à caractère d'animation et de loisirs, donc des bateaux-restaurants, des terrasses et ce genre d'activités. Un tout petit peu de bateau-logement, mais vraiment le cœur de métier de Aropa, c'est les installations portuaires et les installations industrielles au bord du fleuve. On dépend du contrôle du ministère de l'Environnement. La gouvernance est partagée entre des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des représentants des principaux chargeurs et des personnalités qualifiées qui sont plutôt issues du monde associatif et notamment des associations environnementales. Le modèle de domanialité, c'est un domaine public. Donc, tout le territoire, le patrimoine foncier appartient au domaine public de l'État, domaine public fluvial, et qui a comme principale caractéristique de n'être pas aliénable. Donc, on ne peut pas vendre ce foncier, il est soumis à un droit public particulier. Donc, comment ensuite on installe les entreprises? Les parcelles sont mises en publicité, les entreprises sont mises en concurrence pour occuper les parcelles et sélectionnées par le port pour venir s'installer sur les parcelles. Le critère principal pour sélectionner les entreprises étant leur capacité à faire du trafic fluvial et du report modal. Donc, au terme des contrats, donc les entreprises viennent pour une certaine durée. Au terme de ces contrats, le port récupère la pleine propriété des terrains et donc on est garant sur le long terme de la qualité de l'aménagement, de la durabilité en fait de ce patrimoine foncier. Et c'est un atout vis-à-vis des collectivités locales puisqu'on est un interlocuteur en quelque sorte permanent pour elles sur la gestion du domaine.
Donc alors, pourquoi encourager ce transport fluvial? Donc, il a en quelque sorte fortement diminué depuis les années 50 et puis on en redécouvre aujourd'hui les avantages et notamment ces avantages environnementaux. Donc, le schéma donne une certaine équivalence de nombre de camions qu'il faut pour transporter X tonnes de marchandises avec le nombre de trains et le nombre de convois fluviaux. Donc, on voit bien qu'un convoi fluvial à la tonne transportée permet d'économiser un grand nombre de camions sur les routes. C'est un transport qui émet moins de polluants, qui consomme moins de carburant et qui permet de désaturer le réseau routier francilien qui est fortement congestionné, permet aussi de faire baisser l'accidentologie et qui présente encore de fortes réserves de capacité. Donc, il y a beaucoup d'avantages à recourir au transport fluvial. Bien sûr, on a encore des marges de progrès pour rendre ce transport encore plus vertueux et on travaille actuellement sur des progrès sur la motorisation des bateaux avec des expérimentations qui sont menées sur des motorisations électriques ou encore à l'hydrogène. On a aussi beaucoup des progrès à faire sur l'équipement des quais. Donc, je pense par exemple à la généralisation du raccordement électrique des quais pour que les bateaux, quand ils s'amarrent, puissent se brancher sur l'électricité du secteur et ne pas faire tourner leur groupe électrogène. Il y a aussi l'enjeu d'améliorer l'assainissement des quais pour que les bateaux puissent brancher leurs eaux usées sur le réseau d'assainissement collectif et non pas être autonomes et voire faire des rejets directement en rivière. Donc, quelles sont les filières économiques qui sont utilisatrices du transport fluvial et comment conquérir du report modal, comment augmenter la part du transport fluvial dans la part totale des transports? Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. En Île-de-France, les filières principales qui sont responsables de 80% du trafic sont les filières bâtiments, travaux publics d'une part et céréales d'autre part. C'est les filières traditionnelles parce que c'est facile de transporter ces produits en vrac et de façon massifiée. On voit un convoi fluvial, ça peut atteindre 5000 tonnes, donc il faut avoir vraiment beaucoup de matière à transporter pour que ce soit intéressant, et puis des flux à plein sur un trajet aller et un trajet retour. Ces trafics connaissent, bon, pour les céréales, ça dépend vraiment des récoltes chaque année, mais sur le bâtiment travaux publics, l'augmentation du trafic est boostée actuellement dans le cadre des grands chantiers que sont la construction du nouveau réseau de transport du Grand Paris Express, donc en métro autour de Paris, et puis la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Maintenant, j'ai aussi mentionné sur la diapo le transport des colis lourds. Les transports exceptionnels, c'est compliqué à mettre en œuvre en milieu urbain et du coup, le fleuve propose une solution pratique pour les transports exceptionnels. Comme mode émergent qu'on essaye de développer, on a le transport des déchets et l'évacuation des déchets, en particulier les déchets de chantier, les déblais. Par contre, là, le développement du trafic entre un petit peu en concurrence avec l'enjeu de réutiliser les déchets sur place, qui devient de plus en plus important pour minimiser l'utilisation de matières premières. Donc, voilà pour ce trafic-là. Et en autre trafic émergent, sur quoi on travaille beaucoup, c'est le développement de la logistique urbaine. Donc, c'est le modèle de l'entreprise Franprix, qui est une entreprise d'agroalimentaire. Il dispose de grands entrepôts en périphérie, là où le foncier est un peu moins cher qu'en cœur de ville. Ces grands entrepôts sont embranchés sur la voie d'eau, par exemple au port de Bonneuil-sur-Marne. Un bateau part tous les jours et vient jusqu'à la Tour Eiffel, où il décharge vers des unités plus petites et plus propres, plus compatibles avec la circulation en milieu urbain dense, qui peuvent desservir ensuite les magasins en produits non périssables essentiellement. Donc, voilà pour les atouts du transport fluvial. Maintenant, j'en viens à la notion d'acceptabilité économique des ports sur les berges des rivières. Donc, on est dans un contexte où il y a une compétition de plus en plus forte pour l'utilisation des berges, avec la volonté d'une réappropriation des berges et des cours d'eau par les habitants. Ça s'inscrit dans le contexte, bien sûr, de l'adaptation au changement climatique, avec la volonté de retour à la baignade ou d'avoir des loisirs près de l'eau. Et donc, on est vraiment dans un contexte où l'enjeu, c'est de faire cohabiter les activités industrielles avec ces nouvelles attentes sociales. Et quels sont nos leviers
pour répondre à ces enjeux. Donc, notre premier levier d'action, c'est quand nous, le port, on installe des entreprises sur nos terrains, on leur impose un certain nombre de critères. Donc, d'abord, le premier enjeu, c'est effectivement qu'elles effectuent le report modal, que ce soit vers la voie d'eau ou vers la voie ferrée. On a aussi un critère de synergie à l'échelle de l'axe Seine, donc avec les ports de Rouen et du Havre, du fait de notre structure d'établissement. Et on leur impose des critères architecturaux et environnementaux que l'on a préalablement définis dans des schémas d'aménagement et de développement durable qui ont pour but en fait d'améliorer le paysage industriel et donc d'améliorer son acceptabilité. Donc là, on voit l'exemple sur la photo aérienne de la plateforme de Bonneuil-sur-Marne qui représente 200 hectares, mais vraiment inséré dans un tissu urbain très dense et donc améliorer qui est vraiment traversée par de multiples usagers, cette plateforme, et améliorer son paysage est un véritable enjeu pour son acceptabilité. Donc, on accompagne en fait les entreprises qui réalisent la majorité des investissements quand elles s'installent sur les parcelles. On les accompagne pour augmenter le niveau d'ambition architecturale et environnementale, par exemple créer de l'accueil de la biodiversité ou alors respecter les concepts de l'architecture bioclimatique et donc en fait améliorer l'adaptation de la métropole au changement climatique. Et on accompagne les entreprises, dernière chose, sur tous les aspects administratifs, donc qu'on soit au stade du dépôt du permis de construire ou de la demande d'autorisation environnementale, si elles sont soumises. Donc voilà, notre travail, c'est vraiment de convaincre les entreprises. Un autre levier, c'est faire connaître les ports et leurs activités, les avantages du report modal au public. Et donc, on développe de plus en plus le tourisme industriel à travers des croisières sur les ports où on explique aux gens l'activité et le fonctionnement du port, mais aussi les autres dimensions. Donc, on voit que les ports, c'est toujours des milieux qui sont en interface avec les milieux naturels. Et là, par exemple, on a la photo, encore une photo du port de Bonneuil-sur-Marne où on a des travaux de restauration de berges et la création l'ouverture d'un cheminement en limite d'une parcelle occupée par une entreprise. Et donc, on fait découvrir cette multifonctionnalité des ports au public de plus en plus. Alors, ça se joue à travers donc l'ouverture des espaces portuaires au public et également en temps partagé parce qu'à certains endroits, ce n'est pas forcément possible de faire circuler du public pendant qu'une pelle est en train de charger un bateau, mais dès que les horaires d'entreprise sont terminés, le quai est rendu au public qui peut ensuite se promener. Donc, par rapport aux projets qui sont spécifiquement dédiés à la biodiversité, comme les restaurations de berges, en 2019, c'était 15% du budget du port qui était consacré à ces dépenses environnementales. Et donc, il y a eu de plus en plus, en fait, une intervention du port en dehors de son cœur de métier, qui est donc les installations industrielles, mais sur toutes les mesures d'accompagnement liées à la responsabilité environnementale et sociale des ports. Et dernière chose, le logo que vous voyez, charte d'amélioration des ports, c'est donc j'ai dit qu'on accompagnait les clients quand ils s'installaient pour leur donner un niveau d'ambition architecturale et environnementale élevé. On a aussi en phase exploitation des audits qui sont menés annuellement sur les ports avec une transparence des résultats d'audit sur des critères comme la prévention des pollutions, etc. Donc les entreprises, on les suit aussi pendant toute la durée de leur installation sur les ports. Et enfin, le dernier volet sur lequel je voulais revenir par rapport à l'acceptabilité des ports, c'est la mise en place sur nos principales plateformes d'instances permanentes de concertation. Ces instances réunissent des représentants des associations locales, des collectivités et des riverains. Elles sont pour nous, donc c'est des réunions publiques en fait. Là, on voit sur la photo le bâtiment de la Maison du Port à Bonneuil-sur-Marne qui héberge cette instance permanente de concertation. C'est un moyen pour nous de combler un manque d'informations sur les activités du port et donc de communiquer sur nos projets. Mais c'est également une façon de faire contribuer, enfin d'associer les membres de l'instance permanente de concertation au projet du port. Donc, on leur soumet certains projets dans une démarche de co-construction pour recueillir leurs idées et ils apportent alors leur propre sensibilité. Donc, par exemple, les associations environnementales nous ont suggéré d'installer des nichoirs sur des antennes relais qui pouvaient être au port de Bonneuil-sur-Marne
ou alors ils interviennent aussi beaucoup sur l'amélioration des circulations vélo sur les plateformes. Et donc tout ça, c'est des compétences que nous, on n'avait pas forcément en interne, mais que l'instance permanente de concertation nous permet d'enrichir nos projets et d'améliorer l'acceptabilité des ports au sein des villes. Donc voilà, c'est vraiment les parties prenantes qui sont associées, y compris sur l'élaboration des schémas d'aménagement et de développement durable, où on définit les niveaux d'ambition. C'est une concertation qui va assez loin, notamment dans le cas de Bonneuil-sur-Marne. Donc maintenant, pour le time of presentation will come in 1 minute. Plus guère de temps. Donc, si vous pouviez arriver à votre conclusion. Du coup, les défis qui nous attendent aujourd'hui, c'est donc on est convaincu sur la diapo suivante que le modèle public et notre système économique est pertinent pour les fonciers industriels et les fonciers portuaires. On constate d'ailleurs des accroissements de trafic. On est limité en capacité parce qu'en fait, le taux d'occupation du domaine dépasse les 90%. Donc, la perspective pour conquérir de nouveaux trafics, c'est en densification ou en extension, mais ce n'est pas évident en Île-de-France de trouver des sites propices. Et puis, on a encore bien sûr de la marge de progrès pour des aménagements encore plus durables. Et en dernière diapositive pour conclure, donc voilà, je voulais insister sur le fait que le transport fluvial, c'est bien un mode de transport vertueux sur le plan de l'environnement, une solution aux enjeux de congestion et de qualité de l'air dans les métropoles, qu'on est confronté actuellement à un défi, une compétition pour l'utilisation des berges et une concurrence entre l'utilisation industrielle des berges et l'utilisation de loisirs, mais qu'en tant qu'institution publique, on propose les outils qui sont capables d'assurer une meilleure intégration des ports dans leur environnement urbain et naturel. Je vous remercie pour votre attention. Okay, thank you very much for this presentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il semblerait que nous ayons des problèmes de connexion avec notre intervenant suivant. Nous allons donc pouvoir passer directement à la présentation suivante, présentée par Merica Fernando, défi pour le tourisme urbain. Hello everyone, I am Merica Fernando from Sri Lanka and today I'm going to present you our study. Bonjour à tous et à toutes. La question est de savoir quels sont les défis. Je suis là en fait, je peux faire ma présentation. Je vais commencer par vous parler de l'organisation. Est-ce que je peux commencer? Très bien. Bonjour à tous et à toutes, je suis donc Merica Fernando. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre étude. Alors, est-ce qu'on peut avoir la présentation à l'écran, s'il vous plaît? Donc, je vais vous présenter notre étude sur les défis pour le tourisme urbain. Alors, tout d'abord, je vais vous faire on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter notre étude. Quelques mots sur l'industrie touristique, l'urbanisation et l'eau. Ensuite, la perspective du Sri Lanka. Suite à quoi je me pencherai sur le centre d'intérêt de l'étude, la méthode, les résultats et les analyses et la conclusion. Alors, tourisme et eau sont étroitement liés, ainsi qu'avec l'urbanisation. Il y a des raisons pour lesquelles il faudrait avoir des nouvelles cultures du tourisme, notamment qui prennent en considération l'eau. Tout d'abord, le tourisme concerne le monde entier et c'est l'une des industries qui croît le plus rapidement dans le monde. Et puis, c'est une industrie qui se rend dans des lieux qui rencontrent déjà des pénuries en eau et dans des centres urbains qui sont déjà soumis à une
grande demande en eau. Une augmentation du tourisme peut également être source de pression sur l'eau et transformer des zones riches en zones pauvres en eau. Et dans le même temps, on a tendance à utiliser davantage d'eau lorsque l'on est à l'hôtel que lorsque l'on est à la maison, par exemple. Alors, voyons maintenant comment le secteur touristique utilise l'eau. Alors, ce qui est utilisé, par exemple, pour nettoyer des toilettes, des jardins, l'entretien des jardins, des paysages, des attractions pour les touristes, l'infrastructure, l'alimentaire et le carburant. On utilise également dans les activités de loisirs, la natation, la navigation, le kayak, la plongée ou la pêche. Dans le même temps, il y a différents facteurs qui peuvent favoriser cette utilisation en eau, par exemple le lieu géographique, qu'on soit en zone urbaine ou en zone très chaude. Le climat peut également avoir des conséquences sur l'utilisation d'eau. Alors maintenant, on va réduire notre spectre d'analyse à la perspective du Sri Lanka. L'eau est au cœur du processus de développement du Sri Lanka. Néanmoins, il y a un grand nombre de difficultés autour de l'utilisation de l'eau. Des événements induits par le changement climatique sont de plus en plus récents. Dernièrement, la population croissante entraîne également une demande croissante en eau. L'augmentation de l'activité économique, le développement de l'industrie, la diversification de l'agriculture, le tourisme ainsi que les loisirs sont de plus en plus en concurrence pour les ressources en eau disponibles du pays. Alors, en ayant ceci à l'esprit, passons maintenant au cœur de la présentation. Sur quoi cette étude met-elle l'accent? Eh bien, à Colombo, l'enquête se penche sur l'utilisation d'eau de l'industrie hôtelière de Colombo et dans les zones rurales du pays. Colombo, la capitale commerciale du Sri Lanka, est une ville à croissance forte, rapide, avec une population de plus de 650 000 habitants. Le district de Colombo devrait devenir une mégapole ainsi qu'un hub commercial de l'océan Indien. Et comme vous le voyez ici, à droite de l'écran, nous avons une carte qui vous présente la zone périphérique de Colombo qui concentre un grand nombre d'hôtels du pays. Et cette carte est issue du registre des hôtels enregistrés dans le Greening Sri Lanka Hotel Project. Alors, quelles sont les pratiques des hôtels étoilés en termes d'utilisation en eau? Et la question est de savoir comment ils peuvent utiliser des ressources durables, une gestion durable de l'eau, et la façon dont la gestion de l'eau peut également contribuer à l'atténuation du changement climatique, son adaptation et à l'adaptation également du tourisme et de ses pratiques. Alors, la méthode qui a été utilisée. Il y a 5 hôtels qui ont fait l'objet de cette étude. Les 5 se trouvent à Colombo, ainsi que d'autres zones touristiques du pays. L'un des co-auteurs s'y est rendu continuellement pendant son étude et a utilisé un certain nombre de sources, des inventaires et des bases de données qui étaient disponibles dans la juridiction des hôtels. La deuxième source d'information, ce sont des entretiens, des rapports de durabilité ainsi que des articles de journaux dans lesquels les hôtels étaient évoqués. Ensuite, les professionnels, les ingénieurs, les exécutifs, les responsables de la durabilité, les superviseurs de maintenance, de jardinage, les opérateurs des stations de traitement des eaux, les chefs, les responsables de l'entretien également ont été rencontrés. Il y a également eu des questions posées sur le reporting vert et les obstacles liés. Les limites de cette étude étaient donc géographiques, la limite géographique de l'hôtel, et l'année de référence a été 2014. Pendant les 4 années suivantes, nous avons comparé les données à celles de 2014 à partir des mêmes unités de référence.
Quelle est la catégorisation ensuite utilisée? Eh bien, c'est la catégorisation utilisée par l'autorité de développement du tourisme du Sri Lanka. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous avons pu comparer l'utilisation d'eau. D'abord, les valeurs de consommation absolue, la productivité en eau, c'est-à-dire l'utilisation d'un client par nuit, l'utilisation en eau, l'intensité d'eau, consommation d'eau par nuitée, les sources d'utilisation d'eau, la génération d'eau usée et les mesures de réduction. Nous avons utilisé une approche, la RECP, ressources de production plus efficaces et plus propres, utilisée par les Nations Unies, notamment son programme du développement et de l'environnement, afin d'avoir des pratiques plus propres dans les pays en développement en termes de gestion de l'eau. Lorsque nous avons calculé la productivité et l'intensité de pollution, nous avons utilisé tout d'abord, à titre d'exemple, les indicateurs absolus étaient étaient utilisés afin de calculer les ratios. Le ratio de productivité, c'est en fait le résultat produit divisé par l'utilisation de la ressource. Dans ce cas, c'est le nombre de nuits et le résultat, la ressource utilisée, c'est bien la quantité d'eau utilisée. Donc par nuit. Ensuite, on a comparé les changements, on a comparé ce ratio à celui de l'année de référence afin de mesurer le changement. Alors, si à la base c'est Y, le ratio de suivi c'est X, le pourcentage c'est X moins Y divisé par Y fois 100. Et c'est comme ceci que l'on obtient le profil RECP de chaque hôtel. Les résultats et l'analyse nous ont montré comment les divers hôtels ont appliqué leurs pratiques en eau, comment ils utilisent l'eau. Je vais vous en dire davantage sur le détail de l'utilisation en eau. Alors, premièrement, le premier graphique, que vous montre-t-il? Il vous montre que les hôtels utilisent une quantité considérable d'eau pour des activités diverses. Vous voyez que l'hôtel E, qui est en vert, est celui qui a le niveau le plus élevé en eau. Mais ce qui est très impressionnant, intéressant, c'est que d'après les graphiques 1, 2 et 3, on observe qu'en réalité, ils ont des intensités élevées et des améliorations continues dans la productivité hydrique. Pourquoi? Eh bien, principalement parce que les hôtels urbains ne disposent pas de leurs propres ressources en eau. Ils dépendent entièrement de l'approvisionnement national. Ils payent un tarif fixe pour leur approvisionnement en eau. Voilà pourquoi ils doivent acheter l'euro. Et donc, la question de l'utilisation, de la conservation et des économies en eau les intéresse tout particulièrement. Nous avons de plus en plus identifié un certain nombre d'éléments dans les hôtels. Il y a par exemple des changements de personnel par rapport à la durabilité dans les hôtels, ce qui signifie que les équipes des hôtels, par exemple l'équipe de l'hôtel B est passée à l'équipe A, et ils ont continuellement réduit leurs performances, alors que l'hôtel A a amélioré ses performances. Ce qui nous montre que la gestion d'un hôtel et les équipes, le personnel qui est en fonction peut vraiment contribuer à la gestion de l'eau de manière extrêmement positive. Malheureusement, la plupart des cas, ça n'est pas reconnu comme tel et les individus ne savent pas quel impact ils peuvent avoir. Voilà pourquoi, de notre côté, nous souhaitons souligner l'importance de la sensibilisation, informer les personnels d'hôtels sur les changements qu'ils peuvent apporter, l'impact qu'ils peuvent avoir si de bonnes mesures d'utilisation d'eau sont adoptées. Sur la diapo suivante, vous voyez les ressources en eau des hôtels. Donc, la plupart des hôtels, pour l'instant, par exemple, utilisent des eaux souterraines ainsi que de l'approvisionnement national en eau. Néanmoins, l'hôtel urbain est le seul qui ne dispose pas d'accès à des ressources en eau souterraine et qui dépendent entièrement de l'approvisionnement national pour ses besoins en eau.
sauf pour ce qui concerne une toute petite utilisation pour le jardinage. La plupart des hôtels utilisent de l'eau de service, alors que la captation des eaux pluviales n'a pas été observée dans ces hôtels, malheureusement. Un tout petit effort a été entrepris dans un seul des hôtels, ce qui peut vraiment être un point de départ très important dans la lutte contre le changement climatique, surtout dans un cadre urbain, afin de réduire les risques d'inondation et de débordement, surtout dans les périodes de fortes pluies. Alors, pour ce qui concerne les eaux usées maintenant, la plupart des hôtels disposent de leur propre système de traitement des eaux usées. Néanmoins, l'hôtel urbain, lui, ne dispose pas d'un système de traitement propre, puisque c'est très difficile à maintenir, très difficile d'en avoir une utilisation continue dans un centre urbain très chargé. Ils n'avaient même pas de système de base. Ils avaient eu un traitement chimique de l'eau envoyé ensuite à la station d'épuration de la ville, qui est déjà sous une pression assez accrue de traitement d'eau usée. Enfin, nous avons observé qu'aucun des hôtels ne disposait de système de traitement propre pour la réutilisation de l'eau. Et ça, c'est vraiment un système très problématique qui engendre un grand nombre de difficultés pour permettre des informations suffisamment fiables pour la recherche. Voilà pourquoi nous souhaitons que ce soit une pratique qui soit faite, c'est-à-dire la récolte de données concernant l'eau utilisée et afin de pouvoir réduire la quantité d'eau gaspillée. Ensuite, nous souhaiterions observer les adaptations de pratiques des différents hôtels. La plupart des hôtels ont un niveau satisfaisant de pratique, des toilettes adaptées, avec 2 types de systèmes système de chasse d'eau double, dans quasiment l'ensemble des hôtels. Néanmoins, le niveau d'adaptation de certains hôtels était uniquement le niveau d'adaptation était uniquement visible dans les zones communes et pas dans les chambres. Un audit sur l'eau pourrait être tout à fait uniquement sur l'eau pourrait être très utile afin de voir comment ces pratiques peuvent affecter les mesures de prévention autour de la question de l'eau. Par ailleurs, lorsque l'on discute avec les clients, on réalise que quand bien même l'hôtel déclare qu'il a une politique de recyclage du linge, eh bien, quand bien même les clients demandaient à ce que l'on ne lave pas leur linge tous les jours, eh bien, c'était fait malgré tout. Et parfois, les clients nous déclarent qu'ils n'ont même pas le choix. Lorsque nous avons rencontré les clients, nous avons compris qu'en réalité, les clients avaient une volonté de participer activement à des pratiques de recyclage, réutilisation du linge, mais que malheureusement, ce sont des pratiques qui ne sont pas bien connues au sein des personnels des hôtels et qui ne sont pas très populaires entre les clients. Nous pouvons également proposer des flux réduits des douches ainsi que des robinets, ce qui est une pratique très utile, très intelligente, reconnue, parce que la quantité d'eau, le flux d'eau n'est pas finalement un critère de satisfaction pour les clients. Il ne vous reste malheureusement, Marika, que quelques minutes pour conclure, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Je passe justement à mes conclusions. Je dirais tout d'abord que les résultats soulignent que tout a un prix, y compris l'eau, et que c'est important. Parce que l'hôtel urbain est celui qui a l'utilisation, la meilleure amélioration, utilisation continue et progrès continu pour la productivité de l'hôtel. L'hôtel urbain est directement lié à la mer, l'inadéquation, l'inadaptabilité de la sensibilisation dans les hôtels est liée à la question des méthodes de conservation de l'eau, que ce soit la sensibilisation auprès du personnel ou des clients. Dans certains hôtels, des pratiques de conservation et d'amélioration de l'utilisation de l'eau ont été observées, notamment réduction des flux d'eau, des robinets, des douches. Les responsables nous ont indiqué, ainsi que les clients nous ont dit qu'ils étaient prêts à participer à toute mesure de conservation de l'eau. Et pour nous,
l'enregistrement d'informations et de données est une étape essentielle qui, dans la plupart des cas, était soit incomplète, soit inexistante. L'utilisation de l'eau pourrait faire l'objet d'un audit qui serait très intéressant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique pour les hôtels. Et ensuite, la mesure de l'eau est également de l'eau utilisée est également une méthode très, très intéressante et utile. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, mais j'en ai fini pour ma présentation. Merci pour cette excellente présentation. Alors, nous allons essayer de passer à la dernière présentation. Cette présentation, il s'agit d'enrichir le prisme de la gestion urbaine des mégapoles, l'eau, la mobilité, l'environnement et l'énergie. Cette présentation va nous être faite par Stéphane Lako-Mbouende. Bien, merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous, quelle que soit l'heure de la journée là où vous êtes. Je vais donc parler de la façon dont nous pouvons enrichir le prisme de la gestion urbaine des mégapoles. L'eau, du point de vue de la parcelle, l'environnement, la mobilité, l'énergie. Notre présentation donc sera structurée comme suit. Après l'introduction, nous parlerons de la méthodologie, des principaux résultats et nous conclurons. Alors, en guise d'introduction, je voudrais souligner que la planification et l'urbanisme souvent sont fondés sur des considérations démographiques liées à l'énergie, au sol, à l'architecture et aux projections économiques, mais ne mettent pas autant l'accent sur les ressources en eau. Nous avons observé une augmentation très forte du nombre de mégapoles, avec seulement 8 mégapoles en 1950 et en 2020, nous étions à 51 villes de plus de 10 millions d'habitants, dont 16 avaient même plus de 20 millions d'habitants. La plupart de ces nouveaux établissements sont créés dans des zones humides naturelles qui sont moins protégées par les cadres réglementaires et cet aspect n'est pas véritablement prise en compte, malgré le besoin de préserver, de protéger ces zones. C'est ainsi que nous sommes désormais confrontés à des phénomènes tels que les inondations, le réchauffement climatique, mais également la pollution des ressources en eau. Nous mettons l'accent sur les biens et services, le développement, en mettant l'accent sur les infrastructures, l'occupation des sols, l'emploi, le logement, et sur les différents réseaux, mais ce faisant, nous produisons énormément de déchets et d'après une évaluation de 1997, chaque mètre carré d'eau se voit destinataire de déversement de déchets absolument considérables. C'est ainsi que nous allons droit à la crise si nous poursuivons donc sur cette voie. Notre méthodologie est axée sur 4 aspects différents. Tout d'abord, l'analyse du rôle de l'eau dans les mégapoles du point de vue paysager, mais également en abordant les fonctions écosystémiques pour les principales mégapoles du monde. Nous en avons retenu 15 que nous avons analysés en termes de situation et de paysage. Nous nous penchons également sur l'analyse de la complexité qu'il y a à gérer de tels mégapoles du point de vue donc de l'urbanisme et de la sécurité de l'eau de façon durable. Et enfin, nous analysons les principes existants et les approches de la gestion des eaux urbaines pour proposer un schéma d'analyse en vue de la prise de décision. Et vous voyez sur le plan à droite la façon dont les mégapoles connaissent des
taux de croissance qui peuvent atteindre jusqu'à 53%, donc entre 2011 et 2025. Parmi les principaux résultats de notre analyse, on observe tout d'abord que les 15 plus grandes villes du monde se centrent autour de l'eau. Il peut s'agir donc de baies, de deltas, d'estuaires ou encore de péninsules. Et vous voyez donc les situations correspondantes de différentes villes à l'écran, avec à chaque fois donc une tendance à privilégier les zones humides pour l'établissement de ces agglomérations qui ne cessent de se développer du fait des nombreux facteurs qui amènent les populations à s'y installer. Ces migrations urbaines sont motivées par la recherche de meilleurs emplois, d'activités commerciales, de bien-être, l'accès à la protection sociale, mais également à des considérations liées au changement climatique. Souvent, on observe donc que dans les zones rurales, ces pressions climatiques amènent de nombreuses personnes à partir pour les villes. Il résulte de tout cela une augmentation toujours plus marquée de la taille des populations, une densification, un étalement urbain et très souvent les différents biens et services qui sont proposés dans les villes reposent sur des ressources environnementales. Les fonctions qui sont donc fournies par les villes vont de pair avec différentes fonctions liées aux zones humides dont nous allons de plus en plus tirer parti au fil de la poursuite du développement urbain. Alors, face à ces besoins qui ne cessent de croître et dont l'éventail est très large, il nous faut donc aborder autrement la gestion des villes. Nous devons tenir compte de cette réalité de la situation des villes dans les zones humides et il faut tenir compte des évolutions qui doivent absolument intervenir dans nos approches. Nous devons nous pencher sur les mesures et les pratiques qui nous permettront de tirer parti de l'environnement et du contexte paysager pour permettre de satisfaire les besoins et de parvenir donc à un état d'équilibre en milieu urbain du point de vue financier, social, économique ou environnemental. Nous nous sommes penchés sur le fait que l'urbanisme et la gestion des villes doivent tenir compte de facteurs tels que l'interdépendance, l'échelle, l'accès à des ressources, mais également la complexité des systèmes avec de multiples parties prenantes, des échelles multiples. Il faut donc tenir compte de ces différents facteurs dans nos approches de l'urbanisme en contexte de mégapole. Avec l'évolution des défis auxquels nous sommes confrontés, qui dépendent bien sûr de chaque contexte et de chaque moment précis, il faut que nous sachions trouver une méthodologie adaptative qui nous permette de réfléchir de façon dynamique pour penser le développement de nos modèles. Nous avons une préoccupation toujours plus forte qui porte sur la prise en compte des effets du changement climatique et sur une meilleure prise en compte donc de la protection de l'environnement et des habitats naturels. Voilà pourquoi nous allons en pratique consacrer davantage d'attention aux effets sur les ressources en eau et sur les zones humides existantes. Nous pensons que pour faire face à cette situation, à ce contexte toujours plus complexe et toujours changeant, il nous faut reconnaître un certain nombre de principes concernant les mégapoles et leur gestion. Tout d'abord, le fait que ces mégapoles sont, en dernière analyse, des zones humides construites
de taille énorme qui ont des conséquences considérables du point de vue du bien-être humain et des avantages conférés par l'environnement naturel. Il faut gérer ces villes sur la base de budget hydrique en tenant compte des états et des fonctions des zones humides de façon optimale. Il faut également tenir compte dans la conception même de l'urbanisme et de la prise de décision de cette dimension et faire évoluer notre perception des choses pour passer de la notion de problème à celle d'opportunité et considérer qu'il y a là un déferlement de recherche de solutions. Je voudrais citer 4 grands cadres qui peuvent alimenter la réflexion autour de la prise de décision, les water-wise cities, la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion intégrée des eaux urbaines et la gestion durable des zones humides, avec à chaque fois toute une série de principes. Nous avons également, par ailleurs, différentes approches qui peuvent porter sur l'apprentissage continu et adaptatif, l'approche Switch, l'approche CWRA, fondée sur la résilience hydrique des villes, et enfin l'approche éco-hydrologique, 3 approches qui peuvent donc nous éclairer sur les approches durables et sur la capacité de mettre en œuvre une réflexion adaptative. Et c'est précisément cela qui permet de tenir compte des différentes dimensions, paysages, services, réseaux, mais également de 2 autres aspects importants, donc les ressources hydriques et les zones humides. De ce fait, So that is the prism that we're looking at. And with this prism, we think à how la that lumière donc de cette façon d'analyser la situation, nous pensons qu'il faut adopter une approche adaptative dans notre réflexion, dans notre approche de la durabilité des ressources en eau dans les villes, en réfléchissant en termes de ressources, d'attributs, de fonctions et de services. Alors, du point de vue de la mise en œuvre de cette approche, il y a finalement 5 étapes. Tout d'abord, une évaluation préalable des besoins en ressources qui peuvent être de nature financière ou non. Ensuite, une évaluation préalable des impacts en ce qui concerne l'état des différents actifs dont nous disposons. À partir de là, nous devons réfléchir aux activités à mettre en œuvre pour atténuer les impacts, pour préserver les états, les fonctions de ces différents actifs ou pour les restaurer le cas échéant. Il faut donc prendre des mesures de nature à compenser l'épuisement progressif de ces ressources et à restaurer ces actifs. À partir de là, donc, une analyse de faisabilité, enfin, des décisions à prendre sur les priorités. C'est cela qui nous permettra donc de fonder notre approche en la matière. Je voudrais conclure en disant que, tout d'abord, le développement des mégapoles est une tendance mondiale avec toujours plus de villes de taille gigantesque à travers le monde et toute une série de problèmes liés à la dimension de l'eau et des zones humides. Nous ne pouvons plus nous contenter de tenir compte de la dimension liée aux besoins humains dans la gestion des eaux dans les mégapoles. Il nous faut bien au contraire intégrer également les besoins écosystémiques, la dimension humaine n'étant qu'une dimension parmi d'autres, l'un des éléments de la chaîne. Il nous faut également rechercher un meilleur équilibre entre différents facteurs. Il me semble que nous ayons perdu le son de l'orateur. Momentanément, le voilà qui revient. Donc, en tenant compte également donc d'une autre dimension,
à savoir que pour que ces mégapoles soient durables, attractives et résilientes, il faut absolument intégrer à l'urbanisme, à la planification et à la construction des stratégies visant au développement durable des ressources en eau et des actifs liés aux zones humides et sécuriser ces différents atouts. Et il me semble que là aussi, nous ayons perdu à nouveau le son de l'orateur. Bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Stéphane Lago, pour cette présentation. Merci également à tous ceux et celles qui ont participé et fait des présentations sur cette question. Alors, nous allons passer sans plus attendre à la session de questions-réponses. On a d'abord une question pour Madame Sophie Manka. Alors, je vais passer en français. La question, c'est en français. Donc, je vais la lire en français directement. Donc, donc la question dit, si la loi olympique oblige la réalisation d'un réseau d'assainissement pour desservir les bateaux, je vais répéter. Si la loi olympique oblige la réalisation d'un réseau d'assainissement. Pour desservir les bateaux logements et les activités d'assainissement sur Paris, quelle est la politique d'Europa sur les autres secteurs parisiens? Les bateaux génèrent une pollution locale et sanitaire contribuant à la limite de la possibilité de la baignade. Merci. En fait, on ne va pas pouvoir équiper l'intégralité du linéaire puisqu'on est sur plus de 500 km de cours d'eau sur l'Île-de-France. Donc, effectivement, il y a une priorisation des secteurs. On commence par la zone centrale de Paris. Et puis ensuite, on étendra, je pense, à nos autres ports, en fait. Après, Aropa Port a peu de bateaux logements sur son domaine. C'est plutôt un autre établissement public qui s'appelle Voies navigables de France qui a beaucoup de bateaux logements. Mais on est quand même concerné par les bateaux d'activité loisirs à qui on doit effectivement proposer ce service et améliorer l'assainissement, c'est sûr. Après, pour avoir suivi de loin les groupes de travail sur la qualité des eaux de baignade, en fait, la contribution des bateaux est quand même assez minime par rapport à la contribution de l'ensemble des rejets d'assainissement de la métropole. Et le gros travail qui est fait sur l'amont, c'est aujourd'hui de bien séparer les branchements, de résoudre les mauvais branchements quand des eaux usées se connectent par erreur sur l'eau pluviale. C'est ça qui est le principal facteur déclassant pour la qualité des eaux de baignade et c'est là que vont vraiment la grande majorité des investissements. Thank you very much for. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Marika, votre présentation, quant à elle, portait sur les défis du tourisme urbain et les liens entre tourisme et l'eau. La question pour vous, c'est quels sont les principaux éléments de difficultés, les principaux obstacles. Alors, à échelle urbaine, c'est très difficile de construire et d'assurer la maintenance de stations d'épuration. Voilà pourquoi les hôtels doivent, ou en tout cas ne peuvent pas, traiter leur propre eau usée, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour les centres urbains. Pour une gestion harmonisée. Voilà l'un des principaux défis, l'une des principales difficultés. Pour ce qui concerne l'enregistrement de données
eh bien, ça ne se limite pas aux hôtels de centres urbains ou de districts urbains, c'est simplement qu'il y a une grande pression et le personnel des hôtels devrait consacrer davantage d'énergie à l'enregistrement de données et noter en permanence de manière continue les données. Ça n'a pas été fait dans la plupart des hôtels et pourtant c'est très important d'avoir ce type de pratique, des registres de données. Très bien. Et que proposez-vous pour une meilleure culture de l'eau dans le secteur touristique? Eh bien, des meilleures solutions pour le secteur touristique pourraient passer par ce que proposent les chercheurs qui recommandent l'utilisation d'un plus grand nombre d'outils. On essaye d'évaluer cette utilisation de l'eau et on a observé qu'il était difficile de trouver de meilleurs outils. Et les chercheurs doivent développer davantage d'outils. Et ensuite, quand ils travaillent autour des hôtels, eh bien là, utiliser davantage d'approches de tenue de registre. Et puis pour ce qui concerne les décideurs politiques, il est important d'augmenter les tarifs, la tarification pour les hôtels, parce qu'au Sri Lanka, sur l'ensemble des dépenses en eau, ça ne représente que 5% des dépenses. Donc, l'intérêt, c'est pas tellement sur c'est vraiment la réduction des pratiques de gestion en eau. L'augmentation des tarifs permettrait vraiment d'être une vraie motivation et cela permettrait aussi de servir d'incitation pour les hôtels pour réduire leur consommation et améliorer leur utilisation de l'eau. Merci. Alors, une question supplémentaire. Vous parliez de l'efficacité de l'utilisation en eau, de la méthodologie utilisée pour mesurer l'efficacité de l'utilisation en eau. Peut-être comparer votre méthodologie à des normes internationales, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'étiquetage, de certification pour l'eau. Peut-être pourriez-vous essayer d'utiliser ça dans vos recherches. Avez-vous essayé de vous tourner vers ce type de méthodologie dans vos travaux? Ou de comparer votre méthodologie à d'autres normes, par exemple? Vous voulez savoir si j'ai essayé de comparer mes résultats à d'autres résultats et à des normes? Oui, alors il y a une étude qui a été menée dans la région africaine qui utilise des pratiques similaires, l'approche RECP également utilisée pour leur étude, avec des résultats qui sont comparables aux nôtres. Ce qui a quelque peu validé mes propres conclusions. Mais d'autres outils, je ne sais pas, alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais en tout cas pour ce qui concerne le RECP, oui, ça a été validé par d'autres études. Et les conclusions peuvent être également comparées à des lignes directrices et des éléments qui permettent de servir de repères par rapport à nos résultats. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Stéphane Lacau, vous nous avez présenté plusieurs cadres pour la gestion de l'eau dans les mégapoles. Vous-même, vous avez travaillé dans plusieurs organisations avec des jeunes notamment. Quel est le rôle des jeunes pour créer des villes plus sages dans l'utilisation de l'eau, dans les mégapoles? Y a-t-il des outils qui pourraient aider les jeunes professionnels de l'eau pour la gestion de l'eau dans les mégapoles? Monsieur Stéphane Lacau. I think I should go ahead with a general question for all the speakers. Bon, on va passer peut-être à une question plus générale adressée à nos autres intervenantes avant de passer à Monsieur Lacau le temps qu'il nous rejoigne. Manifestement, il a des difficultés de connexion. Nos autres
intervenants, quelles sont les meilleures études, les meilleures normes pour le développement de l'eau, l'utilisation de l'eau, le traitement de l'eau, la conservation de l'eau dans les mégapoles? Alors, dans mon cas, les meilleures pratiques, ça va être, par exemple, d'avoir vraiment un registre des meilleures pratiques. Vraiment, le registre des données, c'est ce qui permet au mieux de comprendre l'utilisation de l'eau, comment elle est utilisée. Et je propose également les méthodes de mesure qui permettent de voir comment l'utilisation de l'eau varie, comment les différents départements utilisent différentes quantités d'eau pour leurs diverses activités. Et c'est comme ça qu'avec des déclarations officielles d'utilisation d'eau, de registre d'eau, on peut utiliser ces données pour améliorer notre consommation, notre utilisation de l'eau. En dehors de cela, le sous-comptage permet, on peut également, en dehors du sous-comptage, avoir évidemment un suivi des fuites pour améliorer la consommation. Voilà. Alors, pour compléter, effectivement, je pense que la sensibilisation des personnes, des habitants est un facteur fondamental sur la baisse de la consommation d'eau. Et sur le plan de l'aménagement et de la gouvernance, c'est des enjeux qu'il faut aborder à l'échelle du bassin versant et non pas à l'échelle des collectivités territoriales, mais ça avec des solidarités amont-aval, mais ça se fait de plus en plus. Et il faut également sensibiliser fortement les aménageurs privés à l'enjeu de réduire l'imperméabilisation des sols, d'augmenter l'infiltration de l'eau, ce qui produit moins de rejets et donc moins de rejets à traiter sur l'assainissement. Et je pense aussi que sur le plan des normes, aujourd'hui, si on veut encourager la réutilisation des eaux pluviales, il y a des normes à faire évoluer pour pouvoir réutiliser ces eaux, que ce soit pour l'arrosage des espaces verts ou pour certains usages domestiques comme des eaux de toilette, par exemple. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas encore possible parce que les normes ne le permettent pas. Thank you so much for the answers. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses qui sont très instructives. Je pense malheureusement que Monsieur Lacot n'est plus avec nous. On va devoir passer donc à la conclusion. Je souhaite d'abord remercier nos participantes et participants pour leur présence, leurs interventions. J'espère qu'elles vous ont plu. Et nous allons pouvoir maintenant avancer, travailler, remercier nos intervenantes et intervenants pour leur formidable présentation et nous espérons vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Belka, Monsieur Agadi, et merci à l'ensemble des intervenantes et intervenants pour leurs interventions très intéressantes. Merci à tous et à toutes pour votre attention, votre intérêt. Ne quittez pas, restez en ligne. 3 sessions suivantes commencent dès 11 h afin de parler de la nouvelle culture de l'eau, les initiatives innovantes, les défis pandémiques métropolitains et les perspectives de la jeunesse mondiale. Merci. Nous vivons un moment historique. Jamais le devenir de l'humanité n'a été aussi intimement lié aux impératifs écologiques. Il y a urgence. Le climat se dérègle, les ressources naturelles se raréfient, la biodiversité s'effondre. Oui, la maison brûle. Désormais, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant, il faut agir. Une partie des solutions concrètes et à fort impact existent déjà. Nous avons plus que jamais besoin des acteurs industriels pour en accélérer le déploiement. D'autres problèmes restent à résoudre. Nous devons mettre tout en œuvre pour inventer les solutions de demain. Nous devons aller au-delà de la seule transition, car nous n'avons plus le temps d'adapter graduellement nos façons de faire. Pour réconcilier environnement et développement humain, nous devons faire des choix nets, difficiles, structurants. C'est pourquoi Veolia nourrit une ambition plus haute, plus forte, plus exigeante aussi, la transformation écologique.
La transformation écologique, c'est l'adaptation radicale de nos modes de production et de consommation. C'est mettre l'écologie au cœur de tous les processus, de toutes les délibérations, de tous les arbitrages. C'est développer les solutions radicales et utiles pour relever les défis essentiels de l'humanité. Décarboner l'industrie pour lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir l'économie circulaire pour lutter contre la raréfaction des ressources, dépolluer l'air, l'eau, les sols, sauvegarder la biodiversité et enfin inventer une agriculture plus économe en ressources. Rien de tout cela ne serait possible sans l'action coordonnée de toutes nos parties prenantes. Nos 180 000 salariés, bien sûr, mais aussi nos clients, nos actionnaires, nos partenaires, et plus largement la société dans son ensemble. Engagés dans une démarche de performance plurielle, nous sommes convaincus que les impératifs économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux doivent former un tout indissociable. Dépolluer, assainir, purifier, recycler, valoriser, préserver et faciliter l'accès aux ressources, depuis toujours, Veolia conçoit les solutions capables de construire un avenir meilleur et plus durable pour tous. Aujourd'hui, nous voulons devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Notre ambition est immense, notre détermination aussi. La transformation écologique, c'est notre raison d'être. This is an historic moment. Never has humanity's future been so closely entwined with environmental concerns. This is urgent. Our climate is changing. Natural resources are running out. Biodiversity is collapsing. Our house is on fire. We all know it. Everyone is talking about it. Now we must act. Practical, high-impact solutions already exist. Now more than ever, we need industrial players to accelerate their deployment. But other problems remain to be solved. We must do all we can to invent the solutions of tomorrow. We must go beyond transition. There is no time left for gradually changing our methods. To reconcile the environment and human development, we must make decisive, difficult and structuring choices. That is why Veolia aspires to a larger, higher, more challenging ambition: ecological transformation. Ecological transformation means genuinely adapting our patterns of production and consumption. It means placing ecology at the heart of every process, every assessment, every decision. It means developing radical, meaningful solutions to meet humanity's existential challenges. Decarbonizing industry to combat climate warming, promoting the circular economy to combat resource depletion, decontaminating the air, water and soil, protecting biodiversity, and creating a more resource-efficient agriculture. None of this would be possible without the coordinated action of all our stakeholders. Our 180,000 employees, of course, but also our customers, our shareholders, our partners, and wider society as a whole. We're committed to delivering a multifaceted performance and convinced that economic, social, and environmental concerns must form an indivisible whole. Decontaminating, sanitizing, purifying, recycling, recovering, conserving, and facilitating access to resources, Veolia has always worked to create solutions capable of building a better, more sustainable future for all. Today, we want to become the benchmark company for ecological transformation. Our ambition is huge, but so is our determination. Ecological transformation, that is our purpose.